Je pense que dans les photos que vous voyez là, c'est peut-être sans pour autant faire de la mauvaise foi. Moi, vous savez que je ne suis pas quelqu'un de mauvaise foi et que je suis très juste non seulement dans mes analyses et non seulement aussi dans les opinions que je donne. Je sais que c'est parfois une opinion, comment on appelle ça, une opinion individuelle, une opinion personnelle. Et Mais dans mes opinions personnelles, je n'essaye jamais de faire de la mauvaise foi et je n'essaye jamais comment on appelle ça, d'entrer dans du chauvinisme ridicule ou quelque chose comme ça parce que je suis pas quelqu'un qui est comme ça, mais je donne souvent les faits. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime regarder les faits et les faits sont là. Cette période-là du football camerounais qui ce mondial de 1990 a complètement changé le football africain à tout jamais. C'est-à-dire que il y a eu un avant après mondial 90. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, le Cameroun dans le football africain jouit encore de cette aura par rapport à cette période-là. Et je pourrais dire un peu que c'est toujours dans la continuité de mon sujet que j'avais fait dans les années 80. Le Cameroun des années 80 est incroyable. J'ai fait un sujet sur le Cameroun des années 80. Pourquoi moi j'aime cette génération-là, j'aime l'histoire qu'ils ont écrite et comment elle pratiquait un jeu qui moi me parle le plus et tout. Et l'apogée un peu de cette génération-là, plus ou moins, c'est un peu 90, même si c'était plus tous les mêmes joueurs, mais quand tu regardes un peu certains noms qui viennent là, c'était par rapport aux gens un peu qu'on voyait déjà même à la Coupe du Monde 82. Et il faut quand même mentionner quand même aussi l'Algérie en 82 aussi. L'Algérie en 82 avait fait un mondial extraordinaire. Entre le premier match qui gagne contre l'Allemagne de l'Ouest, qui va être finaliste après à la Coupe du Monde, match qu'ils font contre le Chili, bref, ils font un match où ils dominent l'Autriche, mais techniquement, mais ils perdent 2-0 sur 2 contre, en fait, un peu. Et ils avaient pratiqué un bout, c'est une génération des grands joueurs, Rabat Madjer, Lagda Belloumi, comment il s'appelle encore l'autre, là, le gars qui était au PSG, là. Mustafa Daleb, c'était des incroyables joueurs de football, hein, et qui avaient déjà été injustement éliminé par rapport à ce match de la honte qu'avait été Allemagne-Autriche où les gars ils avaient fait un peu, bon, ils avaient truqué un peu le match, ils avaient décidé que bon, après le 1-0 fait par l'Allemagne, les mecs qui commencent à jouer, ils auraient truqué un peu comme ce qui s'était passé à Danemark-Suède à l'Euro 2004 là. C'était un peu pareil, Danemark-Suède qui avait le 2004 qui éliminait l'Italie. C'est un peu ce que les Allemands et les Autrichiens ont fait aux Algériens et c'est exactement ce qui s'est passé après. Ce qui s'est passé un peu et qui était horrible un peu pour le truc, mais c'est la coupe du Monde 90 et le Cameroun à cette période-là. La Coupe du Monde 90, la CAN de la Coupe du Monde 90 a changé le football africain. Changé complètement le football africain et a changé complètement la perception qu'on a du football africain. Et tout. Par rapport à le parcours qu'on a eu, par rapport à des matchs légendaires qu'on a eu. Je pense à le match contre l'Argentine, championne du monde en titre, où on s'attendait pas. Ce qui me fascine un peu quand je regarde même ce match-là, hein, c'est à quel point comment les joueurs camerounais étaient techniques. Hein. Quand je regarde un peu les joueurs de cette époque-là, les Mfédé, les Bagal, les Eugène Ekeke, c'était pas des bourrins avec le ballon. Hein. Je regarde le match 90, c'était pas le bourrin. Oui, c'est ok, techniquement, les Argentins étaient au-dessus de nous, mais ce que les Camerounais faisaient avec le ballon, c'était pas de la merde. C'était pas de la merde. Et surtout quand le contexte aussi de cette période-là est assez amusante. C'est à quoi ça se joue parfois la ligue, comment dire, la legacy de quelqu'un. Roger Mila qui était un grand joueur africain, grand joueur africain,
qui avait gagné déjà une CAN, je crois 2 CAN déjà avec le Cameroun, qui avait fait une belle carrière déjà dans les années 80. Les belles carrières déjà dans les années 80 en équipe nationale. Lui, qui avait, je crois que le Cameroun dans les années 80, fait littéralement 3 finales de CAN consécutives, 84, 86, 88, dont il gagne 2. Roger Mila, qui était un joueur incroyable aussi. Une carrière en club un peu pas prestigieuse, parce qu'il faut avouer que les joueurs africains, il y avait pas une très grande détection en Europe pour les joueurs africains très tôt. Ce qui fait que les joueurs africains, ils venaient souvent avec des âges avancés en Europe. Et la carrière de Roger Mila en Europe, elle était beaucoup plus dans des clubs comme Saint-Étienne, Montpellier. Il est venu un peu à un certain âge tardif, même quand tu vois avec Théophile qui part en Europe après, à l'époque là, il va à Toulouse, il y a 33, 34 ans, c'est les plus ces années belles années de football et autres et tout. Et c'était à l'époque où, quand tu regardais encore le football africain, en tout cas le football camerounais, la plupart des joueurs, on prenait encore dans le championnat camerounais, qui était très relevé, hein. Je pense que le championnat camerounais des années 70 et des années 80 très relevé. Très relevé, surtout aussi par rapport à l'ossature qui venait toujours des joueurs de Canon de Yaoundé. Par exemple, Jacques Songo, qui était parmi l'effectif, était au Canon de Yaoundé, Emmanuel Koundé au Canon de Yaoundé, Stéphane Tato au Tonnerre de Yaoundé, Jules Onana au Canon de Yaoundé, et Bertin Ebouélé au Tonnerre de Yaoundé. Quand on regarde la plupart des joueurs, Bonaventure Djonkep qui était en Lion de Douala, Yombi William qui était au Canon de Yaoundé, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient encore, qui jouaient encore, qui jouaient dans le championnat camerounais un peu. C'était pas comme maintenant là où c'est un peu tout ça en Europe, ce qui fait que l'ossature du Canon de Yaoundé restait toujours là. Dans les années 80, elle était encore beaucoup plus grande en poids, puisque celle des gars des équipes nationales de la Ligue des Champions des fins des années 70 avait la fin des années 70, c'est le Canon de Yaoundé qui faisait un peu l'ossature de cette équipe des années 80, mais dans les années 90, elle était toujours plus ou moins présente. Donc, ce qui fait que dans le sol camerounais, on avait toujours cet effectif-là. Et c'est marrant, comme je dis, le Legacy, ça se joue à rien. Roger Mila avait pris sa retraite cette année-là. À cette époque, il avait déjà pris sa retraite dans le football. Il avait pris sa retraite, il n'était plus truc. Et il ne participe qu'à la Coupe du Monde que par décret présidentiel. C'est le président de la République qui le force à venir à cette équipe nationale. C'est pour ça que je dis souvent le football est politique. Quand les gens me disent souvent, ouais, le football, non, il ne faut pas mêler le sport et la politique. Le football est politique. C'est un outil politique, un outil de propagande. Ça arrête. Je ne comprends jamais les gens qui me disent non, il ne faut pas mêler le foot et le foot est politique. Le foot et la politique, c'est lié. C'est lié. Je ne sais pas ce que vous racontez. Quand vous voyez Macron, quand il est là, il utilise Mbappé comme outil de propagande, il ne voulait pas le faire quitter la France. C'était quoi? Quand vous voyez le président brésilien avec Pelé, qui était son outil de propagande aussi, qui participait à masquer la dictature du pays. Socrates qui utilisait justement son équipe nationale pour parler de la démocratie corinthienne contre la lutte contre la dictature un peu brésilienne qui vient. Le football est politique, donc je ne sais pas ce que les gens racontent. Le football, c'est aussi politique. C'est pas pour rien qu'il est puissant comme ça. Et pour revenir à mon sujet, Roger Mila n'était pas destiné c'est pas du tout destiné à jouer ce mondial. Et quand il jouait même ce mondial d'ailleurs, il n'était même pas titulaire. Lui qui avait déjà un âge avancé, il avait 38 ans, il n'avait pas titulaire. Et quand on voit sa participation au mondial, c'était un joker de luxe. Je crois que les deux attaquants qui étaient devant, c'était Omambi et comment il s'appelle, Cyril Makanaki. D'ailleurs, même quand tu regardes un peu les documentaires, un peu et autres, tout Joseph Antoine Bell.
qui est un peu l'intello du football. L'intellectuel du football camerounais, c'est toujours un peu un gars qui est un peu l'intello du football camerounais. Si vous suivez le football camerounais depuis longtemps, vous savez les prises de position de Joseph-Antoine Bell sont un peu les choses les plus amusantes qu'on voit dans le sport, dans l'histoire de ce football, dans l'histoire de notre football. Et lui qui n'était pas forcément d'accord qu'il revienne, je sais pas, par histoire d'ego, je sais pas quoi et tout, a dû finalement accepter un peu la situation, mais on ne peut pas nier la grandeur, on peut pas nier quand même la grandeur de ce que cette équipe-là a produit à cette époque-là. C'était la première fois qu'une équipe africaine arrivait à s'hisser en quart de finale. C'était la première fois que tu pouvais voir, parce que je me rappelle, bon, pas que je me rappelle, mais quand je regardais les documents, parce qu'à l'époque, je n'étais pas un peu, j'étais petit, hein, j'avais 2 ans, je pouvais pas voir, ça avait les cassettes de mes pères et des discours, et maintenant, avec l'internet et les Google, que j'arrive encore à retracer l'histoire, même si quand on retrace l'histoire du football africain, c'est très compliqué parce qu'il n'est pas assez documenté. Il faut vraiment rechercher par rapport à plusieurs documents ou plusieurs interviews ou plusieurs séries de trucs. C'est très compliqué pour comprendre le football africain. Il n'est pas assez documenté. C'est ça un peu notre problème en Afrique. On n'est pas trop dans l'écrit. Et quand tu regardes le parcours qu'on a fait, c'était vraiment un parcours exceptionnel. Voir une équipe qui part comme ça en quart de finale, qui pratique un jeu assez chatoyant, et un Roger Milla qui sort du banc et arrive à faire toujours la différence dans chaque match qu'il faisait. Ça a marqué complètement la légende du truc. C'est à partir de là que le nombre des participants dans la Coupe du Monde, le nombre de participants de la sélection africaine ont commencé à augmenter grâce à cette incroyable participation de l'équipe du Cameroun. Le match contre l'Angleterre, un peu, je pense que pour les Caucasiens qui m'écoutent, quand je regarde le match de l'Angleterre, un peu, elle est un peu l'équivalente un peu dans le foot français, un peu du match de France-Allemagne 82. Une équipe qui pratique un très beau jeu et qui se fait avoir de manière naïve, par une tactique naïve, et par une naïveté et manque d'expérience un peu à ce haut niveau de la compétition. C'est un peu ça que je peux résumer un peu ce fabuleux match contre l'Angleterre qui a eu tout, hein. Il y a des émotions. Je pense toujours, pour moi, c'est le plus beau match de l'histoire du football camerounais, ça. En tout cas, le plus beau. En termes d'émotions, en termes de ce que la dramaturgie qu'il y a derrière ce match-là, la manière dont on est mené 1-0, on égalise 1-1, Roger Milla entre, c'est lui qui crée le penalty, c'est lui qui fait la passe décisive à Eugène Ekeke, mais aussi comment on se fait avoir par 2 penaltys très bêtes qu'on encaisse et on finit 3-2. Le tour du stade avec les maillots, la plupart des joueurs camerounais avaient le maillot anglais. Pour moi, ça reste toujours, au-delà des victoires qu'on a eues, hein, la plus belle image du Cameroun, parce que c'est le moment où le Cameroun est devenu populaire dans le monde. Si on est connu dans le monde, c'est grâce à ça. Je pense que c'est dans notre pays qui a beaucoup de problèmes, c'est l'une des rares moments de fierté que le Cameroun peut avoir, et ça a été toujours le football. Et je pense que c'est le plus grand moment même parfois, je dirais même de l'histoire du Cameroun en général. Parce que si on est populaire dans le monde, c'est grâce à cette mondiale-là, et c'est grâce à cette épopée, et c'est grâce à l'icône qu'a été Roger Milla. C'est à partir de là que Roger Milla est devenu une icône africaine, une icône mondiale même de l'histoire du football. Avant, il n'était qu'une légende africaine, qui serait connue que par des histoires et des initiés. À partir de ce moment, Roger Milla ne devient plus qu'une légende, mais il devient la légende africaine. Et il devient même aussi une icône du football mondial. Là, le truc de danser, le truc à continuer, le truc tellement impactant que tu voyais même, MHD te faire même encore un son encore par rapport à ça de 18 ans, 28 ans après. C'est quelque chose, moi qui me fout des frissons, hein. C'est moi qui suis camerounais et tout. Je suis beaucoup plus fier de ça, de cette période-là, que forcément les victoires de 2000, de 2002, etc., qu'on a là. Moi, quand je parle de ma génération, c'est un peu comme
pour certains un peu en France, un peu certains footballeurs en France, certains connaisseurs un peu le football en France, ils vont toujours te parler de la génération des années 80, quoi. Pour moi, c'est le Cameroun des années 80 et le point d'orgue avec 90. C'est pareil pour la France. Moi, France, quand on parle du football français, c'est 82, 84, 86. Ça, je les ai pas connus, j'ai pas vu ça, mais en regardant avec l'histoire et tout, je me suis rendu compte que c'est eux qui racontent la plus belle histoire. C'est pour nous notre plus belle histoire et le point d'orgue de cette génération-là. C'est vraiment cette période-là. Et c'est pour ça que moi je voulais rendre hommage un peu à ces gars-là, tous ces mecs qu'on a un peu oubliés dans l'histoire du football camerounais, les Eugénie Kiki, les Samem, les Yomambik, les Kanabik, les Jules Onana, tous ces grands personnages de l'histoire de notre foot qui nous ont permis de rêver le temps d'un été en 1990 en Italie. C'est la plus belle. Et moi, j'ai toujours envie qu'on revienne un peu à quelque chose comme ça. Pas forcément sur le côté des victoires, mais le côté du jeu. Je pense qu'on a un problème un peu dans notre football. Je ne fais que le répéter sur les types de joueurs qu'on forme au Cameroun. On forme... on a toujours les mêmes profils de joueurs, des profils physiques, et très peu de sensibilité technique. Et moi, ça me dérange un peu parce que je pense que le football africain peut proposer autre chose. Et c'est pour ça que moi j'ai du mal à regarder l'équipe du Cameroun actuellement. Pas parce qu'il y a les défaites ou les trucs. Parce que, fédération, des trucs, l'idée, c'est un peu n'importe quoi. Vous avez vu mes sujets, pour ceux qui suivent la page, vous avez vu mes nombreux sujets un peu sur le football camerounais, ce qui me dérange un peu là-dedans, notamment dans la formation, dans la politique de la direction technique nationale qui n'est pas vraiment là, et tout qui est un peu isolé, notre président de la fédération qui est un peu isolé, un peu comme ça, dans ce monde un peu dans ce monde corrompu. Non pas que je dis qu'il est parfait et tout, mais je pense qu'on peut l'aider avec... Moi, je pense toujours que je suis le gars qui peut sauver le football camerounais. C'est pas pour me vanter ou pour être arrogant, mais j'ai l'intime conviction que s'il y a quelqu'un qui peut sauver le football camerounais, c'est bien moi. Parce que je pense que je comprends bien ce qui manque et tout. Et si on ne me met pas les bâtons dans les roues, ce qui arrivera forcément et tout, je peux sauver le football et révolutionner complètement le football de ce pays-là. J'ai l'intime conviction. Si on me met dans les instances, si on me met dans les trucs, je peux révolutionner avec les idées de jeu et autres. Parce que dès que la première chose que je ferais si j'étais dans les instances, c'est chercher un DTN. Et le DTN que je prendrais, c'est un DTN étranger, du niveau Beckerman, Bielsa ou Gallardo. Et je lui demanderais qu'on fasse un peu une étude un peu sur comment on peut changer un peu le football camerounais d'ici 10 à 15 ans. Comment on peut transformer un peu les choses par rapport à ça. Et ça permettrait, c'est-à-dire quel type de joueurs on doit recruter dans les championnats camerounais, quel type de profil de joueurs on doit recruter aussi dans les centres de formation. C'est-à-dire, est-ce qu'on va privilégier beaucoup plus maintenant un peu des joueurs beaucoup plus fins techniquement qui n'ont pas un physique, est-ce qu'on peut pas un peu s'inspirer un peu de l'AFIA, ce que l'AFIA fait là, j'ai fait un sujet sur l'AFIA là. Est-ce qu'on peut pas s'inspirer un peu de ce que ces gamins, ce qui se passe en Guinée, dans ces pays-là? Qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud? Pourquoi l'Afrique du Sud commence à être émergente comme ça en football? Qu'est-ce qui se passe avec les Mamelodi Sundowns? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Faire tout un tour des pays africains qui ont été émergents dans la dernière CAN. Qu'est-ce qui se passe dans le football? Pour apprendre, avoir une certaine forme d'humilité et changer un peu cette mentalité. On est le Cameroun et le MLE va faire qu'on évolue et qu'on gagne toujours les trucs parce que on est le Cameroun, le MLE avec cette arrogance débile là. Faire un peu preuve d'humilité. Je pense que c'est ça qui pourrait changer complètement et pérenniser notre foot un peu, non pas seulement sur le plan africain, mais sur le plan mondial. Parce que je sais qu'un noir qui pense comme ça, je connais qu'un Camerounais que j'ai rencontré qui pense comme moi.
Mais il est ingénieur. En ce moment, on en parle souvent comme projet de fin de vie, quoi. Ça, genre, chacun, quand il aura fait ses trucs et tout, est-ce qu'on se rend compte, on essaie de changer complètement un peu de l'histoire du foot, parce qu'il a un peu la même vision que moi. Il a un peu, à peu près la même vision. On a discuté tout le temps sur ça, sur ce sujet. C'est le seul Camerounais que j'ai rencontré qui parle un peu mon langage là, parce que la plupart des gars qui regardent les Camerounais, même ceux qui ont joué au football là, ils ne parlent jamais comme ça. Le seul aussi que j'ai connu aussi un peu avoir cette réflexion là, c'est le monsieur là qui fait souvent ces vidéos là. Je sais plus comment il s'appelle, Philippe Simon. Il a des très belles analyses foot. C'est quelqu'un qui comprend le foot, le gars. C'est le seul gars que j'ai vu avoir une réflexion très intéressante un peu sur comment on pourrait changer le football camerounais. C'est le seul. À part lui, pas ces gars-là, le reste, c'est zéro. Zéro. Pourtant, c'est des gens qui ont joué au football à un certain niveau, un truc, mais la compréhension de comment on doit gérer un sport, une équipe et tout, ils ne comprennent pas et tout. C'est pour ça que j'ai toujours dit, c'est pas parce que tu es un footballeur, c'est pas parce que tu es un footballeur que tu comprends le foot. Non, c'est pas ça. Et sinon, il y a longtemps que c'est pas parce que tu as joué au foot que tu comprends forcément comment ça marche. Je suis entièrement convaincu de ça. Bref, c'était un hommage un peu à la coupe, l'équipe de 90. C'est un passé un peu révolu. Non pas qu'il faut être nostalgique du passé, mais il faut reconnaître quand même certains grands moments un peu de l'histoire de l'histoire un peu de notre foot qui est important. Je voulais commencer à faire un peu ce type de sujet là parce que je voulais d'abord aussi faire aussi sur France-Allemagne aussi. Je pense qu'il y a aussi un sujet que j'avais fait avec mon frère qui durait, je crois que ça durait 1 heure, hein, sur toute l'histoire un peu du football du Cameroun des années 80 qui est encore beaucoup plus détaillé, que je vais essayer de remonter et tout peut-être pour faire un peu là mes abonnés aussi Patreon là, parce que ce sujet d'abord ça va être sur Patreon avant d'être sur autre chaîne. Bref, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un gros sujet de football, je me suis dit, ok, je vais commencer par cela et après, je vais essayer de voir un peu si je pourrais faire encore d'autres de la même manière. Sans pour autant être dans des analyses tactiques, fines ou quelque chose comme ça, mais plus partager un sentiment. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.